Hexagone Actualité. Je propose de commencer cette conférence de presse. Soyez les bienvenus au Sénat. Je suis très heureux, avec mes collègues et au nom de la délégation, d'avoir adopté ce matin le rapport sur la continuité territoriale, qu'on a intitulé « Remédier aux manquements » ou une continuité à la hauteur d'un effort budgétaire que nous souhaiterions tous. Mais je laisserai les rapporteurs développer les différents aspects de ce rapport. S'il fallait que je le résume très brièvement avant de leur laisser la parole et de pouvoir développer les différentes recommandations qui ont été adoptées ce matin, je dirais qu'aujourd'hui, on parle de discontinuité territoriale, qui est quasiment une réalité pour l'ensemble des Outre-mer. Et puis, on se rend compte au travers des auditions qui ont été menées, donc il y a quand même eu 38 auditions, 51 heures, 111 personnes auditionnées, 2 déplacements en Outre-mer pour prendre le pouls également de la réalité de nos territoires, parce que depuis Paris, c'est facile de s'imaginer des choses, et quand on va toucher du doigt la réalité de ce qu'est la continuité territoriale, et y compris dans nos territoires, à l'intérieur de nos territoires, je pense que c'est un exercice qui s'impose, et le Sénat est évidemment, et la délégation en l'occurrence, toujours porteuse de ce genre d'initiative. Le deuxième grand axe finalement de ce rapport, j'ai presque envie de dire que la politique de continuité aujourd'hui, c'est une espèce de cautère sur une jambe de bois. Donc on se rend bien compte, et la critique qui est opérée au travers de ce rapport est une critique objective sur les dispositifs qui sont mis en place et qui d'ailleurs justifient, et c'est le troisième point du rapport, qu'aujourd'hui le gouvernement envisage une refonte de la DOM, ou en tout cas on espère, et vous verrez que les rapporteurs le diront mieux que moi, un élargissement de la DOM qui est pour nous le bras armé en Outre-mer de la politique de l'État au titre de la continuité territoriale. Et qu'à ce titre, effectivement, il y a un certain nombre de préconisations, de constats qui ont été opérés, là aussi pour objectiver un peu les choses. La vocation de la délégation au travers des 12 recommandations, c'est bien évidemment d'alimenter le débat national qui est en cours sur le sujet, d'être contributeur à la réflexion aux côtés du gouvernement, et pas simplement un agitateur sur un sujet dont on sait qu'il est prégnant pour chacun de nos territoires. Donc vraiment, on s'est positionné comme la tradition du Sénat nous l'impose continuellement. C'est vraiment dans une offre de service dans les réflexions du gouvernement. Je pense que d'ailleurs, le gouvernement a un peu anticipé vraisemblablement la sortie de ce rapport, puisque ça n'aurait échappé à personne qu'il y a quelques jours maintenant, une augmentation du dispositif individuel a été annoncée par le gouvernement. Vous verrez que pour la délégation, on envisage une vision un peu plus globale quand même du dispositif et pas simplement, entre guillemets, ce qu'on pourrait considérer comme des mesurettes. Voilà. Donc on est vraiment sur une réforme qu'on pourrait dire systémique, pour reprendre certains termes que les gens comprendront mieux, au travers de tous les dispositifs qui existent et avec tous les partenaires qui peuvent être sollicités. Je vais maintenant laisser la parole à mes 2 rapporteurs dont je remercie la qualité du travail et de l'investissement vraiment, Catherine Conconne et Guillaume Chevrollier, qui ont vraiment mené ce dossier avec beaucoup de cœur, beaucoup de panache, et en y apportant un regard objectif, encore une fois, et vraiment dans une démarche de proposition, d'offres, auprès des réflexions qui sont en cours aujourd'hui, avec la volonté de pouvoir apporter une réponse à nos concitoyens, tout simplement, et de faire en sorte que cette continuité territoriale ne soit pas vécue comme un handicap structurel pour nos territoires, mais bel et bien comme un atout qui permettent à nos ultramarins de pouvoir venir dans l'Hexagone, et aux ultramarins de l'Hexagone de pouvoir revenir sur leur territoire dans les meilleures conditions. Et j'inclus évidemment là-dedans tout le volet étudiant. Je vais maintenant laisser la parole aux 2 rapporteurs qui pourront évidemment répondre à toutes vos questions qui, j'en suis sûr, seront nourries au travers du dossier de presse qui vous a été remis. En tant que sénateur de métropole ou de l'Hexagone, pour reprendre la formulation de ma collègue co-rapporteur, moi j'étais très intéressé par cette mission autour de la continuité territoriale. Le sujet de la mobilité, il est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en métropole ou en Outre-mer, la mobilité que l'on doit décarboner et les problèmes d'égalité dans l'accès à la mobilité. Et ça, on les trouve en métropole, entre des territoires urbains qui sont desservis et des territoires ruraux, mais avec le regard du parlementaire de métropole, quand on voit la problématique de cette mobilité dans les territoires ultramarins, elle se pose à un niveau qui est bien différent. C'est, comme l'a dit le président de la délégation, cette continuité, est-ce qu'elle existe vraiment? Et au travers des déplacements, des auditions, on a pu mesurer à quel point il y avait de fortes attentes, parce que cette continuité, elle est sous plusieurs angles. Elle a la continuité
permettre la mobilité entre des citoyens des territoires ultramarins vers l'Hexagone. C'est la mobilité aussi des ultramarins dans leur territoire lui-même. Et puis c'est cette possibilité aussi de pouvoir avoir une mobilité entre territoires ultramarins. Donc c'est tous ces aspects-là que nous avons souhaité examiner au travers d'un rapport d'information dense pour établir un diagnostic objectif, faire le constat qu'il y a une politique qui existe, mais faire état de ses lacunes, faire état de la dégradation d'ailleurs du montant budgétaire alloué à ces politiques. Donc tout a été mis dans ce rapport pour faire bouger les lignes. Parce que, on le voit, les fractures, je le disais, elles existent en métropole, les fractures territoriales, elles existent, mais avec l'outre-mer, avec nos concitoyens d'outre-mer, il y a vraiment un sentiment d'être pas suffisamment pris en compte pour permettre l'effectivité de cette politique de continuité territoriale. Donc je pense qu'un rapport comme le nôtre, qui avant même d'ailleurs d'être communiqué, fait déjà bouger les lignes puisque le gouvernement a réagi, il est là pour alimenter le débat, faire progresser, faire bouger les lignes budgétaires. On y viendra peut-être dans le détail avec ma collègue, mais on fait un certain nombre aussi après de recommandations d'orientation pour faire en sorte que cette attente d'une réelle continuité territoriale avec les différentes déclinaisons que j'évoquais vers l'Hexagone, intra-territoire ultramarin et entre territoires ultramarins, soit effectif dans les prochaines années. Alors, on vous a remis un dossier de presse. Je peux commencer par évoquer un certain nombre de recommandations, mais je laisserai Catherine Conconne les développer également. On a aussi fait des comparaisons avec ce qui se fait dans d'autres territoires européens en termes de continuité. On a mis aussi en discussion des dispositifs de continuité qui existent avec nos concitoyens de Corse. On met tout ça sur la place publique. Après, il y a des comparaisons qui appellent à ce que les lignes bougent, mais comparaison n'est pas raison. Mais une réalité, c'est que le statu quo n'est pas tenable en l'état et ce rapport doit vraiment être un point de départ. Il y a des lignes de force extrêmement importantes à pointer. C'est parmi les recommandations qu'on met dans le haut, c'est l'instauration d'un tarif résident, puisque on le voit, et dans le contexte où nos territoires ultramarins, ils ont besoin d'une continuité avec des voies aériennes, et on le sait, toutes les compagnies aériennes, tous les acteurs du secteur ont été auditionnés. Les prix des billets d'avion n'ont pas vocation à baisser dans les prochaines années pour un certain nombre de raisons. Et pour permettre la mobilité, eh bien, avoir un tarif résident qui permette de pallier à des volatilités de prix, et notamment la saisonnalité, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Un autre point aussi très fort, qui aurait des traductions budgétaires, c'est les plafonds de revenus. Unanimement, tous les acteurs, quels que soient les territoires ultramarins, ont exprimé le constat que le plafond de ressources est bas et il limite les possibilités pour un certain nombre de nos compatriotes d'avoir accès au dispositif. Et donc ça, c'est regrettable, puisque, vous le savez, ces politiques de continuité territoriale, c'est le lien entre la métropole et nos concitoyens des différents territoires ultramarins pour la formation professionnelle, pour la formation initiale, la formation professionnelle, pour la mobilité professionnelle en elle-même, également les préoccupations autour de l'accès aux soins. Et c'est là aussi, en tant que sénateur de métropole, on sait ô combien la difficulté de l'accès aux soins et les problématiques de mobilité se posent également sur le territoire national, mais là encore une fois, en termes de dimension, quand vous êtes dans un territoire ultramarin, c'est encore plus compliqué, donc cet accès aux soins. Il y a aussi le point sur
la continuité funéraire, c'est dire aussi l'exhaustivité du rapport que nous avons produit en termes de diagnostic et de préconisation. Donc au travers des dispositions, des orientations qu'on suggère, bien sûr, le président de la délégation l'a évoqué, il y a la place importante de l'ADOM, il y a une réflexion qui est engagée, l'ADOM 2024, et nous, nos travaux sont là pour nourrir le travail de l'ADOM 2024 pour aller vraiment au plus près des attentes de nos compatriotes ultramarins et de faire en sorte que cette réforme attendue, on aille vers les souhaits de nos populations dans la diversité des situations. Donc il y a ces traductions budgétaires qu'on aura l'occasion de mettre dans le débat budgétaire du projet de loi de finances. Et puis il y aura aussi des dispositions autour du fret, mais je vais laisser ma collègue vous les exposer en indiquant que c'était, je remercie en cela la délégation, je pense que c'est intéressant sur ce type de sujet d'avoir le regard croisé entre la sénatrice, c'est d'ailleurs l'essence même de la délégation aux Outre-mer, d'avoir un binôme paritaire avec un regard croisé ultramarin et de métropole. Et pour nous, et c'est d'ailleurs aussi un souhait que j'ai exprimé dans les recommandations, c'est qu'on a les implantations de l'ADOM sur le territoire métropolitain et je souhaite qu'il y ait un investissement plus important encore des collectivités locales de métropole dans l'accueil, dans l'accompagnement sous toutes ses formes, des ultramarins qui viennent se former, qui viennent pour la formation initiale ou formation professionnelle, pour vraiment faire vivre le lien entre nos concitoyens ultramarins et les métropolitains, pour une meilleure connaissance mutuelle, un accueil, une prise en considération, parce que aussi cette continuité territoriale vers les territoires ultramarins, elle est aussi de métropole vers les territoires ultramarins. C'est aussi important de le rappeler dans la relation qui mérite d'être renforcée. En tout cas, je pense que nos préconisations doivent aller dans le sens de cette amélioration et de cette continuité territoriale, mais aussi des liens qui doivent exister entre la métropole et les Outre-mer. Merci de votre attention et je laisse la parole à Catherine. Je remercie mon collègue Guillaume Chevrolier qui vous a dit déjà un certain nombre de choses sur ce rapport. Mes premiers mots seront pour remercier le président de la délégation, mon cher Stéphane Antano, qui a accepté avec son équipe, que je salue, en particulier Thierry Aron qui nous a accompagnés pendant tout ce rapport, pendant ces 3 mois extrêmement denses, d'avoir accepté cette proposition que j'ai faite en décembre de mener une mission sur la continuité territoriale. Et je te l'avoue, Président, je ne pensais pas, au moment où je faisais cette proposition, découvrir une matière aussi dense, aussi sulfureuse, aussi dramatique, aussi au vu de ce que nous avons vu, quant au devoir, j'insiste, au devoir de l'État et aux droits des citoyens d'outre-mer quant à la continuité territoriale. Je ne pensais pas qu'on aurait trouvé là un terreau aussi fertile en matière d'inéquité. Nous sommes français dans l'outre-mer, jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes français. Moi, personnellement, je ne suis pas indépendantiste ni séparatiste. Ce compagnonnage avec la France ne me pose pas de problème dans la mesure où il doit être un compagnonnage mature, adulte, d'adulte à adulte, sans esprit de paternalisme et de domination. Mais aujourd'hui, il est clair, et on peut le conclure, qu'en matière de continuité territoriale, l'État n'accomplit pas son devoir comme l'État devrait. Mon propos n'est pas un propos pour attaquer l'État, parce que j'aurais pu faire l'historique de comment les choses ont commencé, comment certains présidents ont taillé dans le gras de ces budgets dédiés à la continuité territoriale. Je ne suis pas là pour faire des procès. On est là pour faire avancer les choses. Et moi, ma vie politique, c'est ainsi que je l'envisage. Comment on peut, à l'endroit où nous nous trouvons, en tant que parlementaires, élus locaux, à quelque niveau que ce soit, porter notre pierre à l'édifice et dire,
voilà, nous sommes les meilleurs spécialistes de nos propres affaires. Donc comment on peut vous dire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faudrait faire. Donc ce rapport que nous livrons aujourd'hui est une contribution essentielle, partenariale, que nous allons offrir à l'État, à l'exécutif, afin de corriger ce qui doit être corrigé. Personnellement, je suis une adepte de l'équité. Vous voyez, normalement, ça devrait être l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. On le lit sur tous les frontons des édifices publics. Je demande l'équité, parce que rien n'est comparable en soi, et on ne pourrait pas comparer un aller-retour Paris-Valenciennes avec un aller-retour Paris-Fort-de-France. Mais les principes d'accompagnement des populations doivent être respectés et doivent être à la hauteur des engagements de l'État, mais également à la hauteur de la situation respective de chaque département, de chaque région, de chaque territoire de la dite Outre-mer. C'est un principe que la République doit observer dans toutes les décisions et dans toutes les politiques publiques qui doivent être menées. Et là, je vais vous livrer quelques chiffres. Accompagnement de l'État à la continuité territoriale en Corse, 257 € par habitant et par an. Accompagnement de l'État pour les populations de la dite Outre-mer, dressez bien les oreilles, 16 €. 16 €. Donc tant mieux pour mes amis corses. Je félicite ce travail d'à peu près 50 ans, puisque ce sont des dispositifs qui datent de 1976. Ce travail qui a été fait, qui a certainement pris du temps, qui est monté progressivement. Mais on voit bien qu'il y a un problème, il y a une différence. Et voyager pour les gens qui sont dans nos pays, ce n'est pas un luxe. Quand on voyage pour venir ici, ce n'est pas pour aller faire les soldes. Ce n'est pas pour aller au Club Med de Marseille ou de Nice. On voyage souvent pour des questions essentielles. La santé, par exemple. Trouver un spécialiste, souvent ophtalmo, cardio, etc., sous nos cieux, relève de la gageure. On vit dans des déserts médicaux permanents, où même les médecins généralistes manquent à l'appel aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un doit se faire consulter ou passer un examen un peu complexe, genre IRM, il doit attendre ou partir. Une consultation ophtalmo aujourd'hui, le délai est entre 8 et 12 mois. Donc quand on souffre, eh bien on casse sa tirelire et on part. Parce qu'à Paris, j'ai fait l'expérience, en une semaine, on peut trouver un ophtalmo. Partir, c'est aussi étudier. Étudier. Parce qu'on est des petits marchés, vous le savez, on n'aura pas une offre complète d'études, on n'aura pas toutes les écoles d'ingénieurs, on n'aura pas toutes les écoles de Sciences Po et tout ce niveau d'études auquel doit aspirer également nos populations. C'est légitime. Cet ascenseur social, on y a droit aussi. Cet effort en matière de qualité de l'offre de formation, on y a droit aussi. Mais on ne peut pas tout faire sur place. La Martinique, que je connais mieux, c'est 350 000 habitants. Donc on ne peut pas avoir une complétude de tout sur place. Donc partir est nécessaire, partir est légitime, et je rajouterais même que partir est obligatoire. Mais on a aussi les pays les plus pauvres de France. Les niveaux de personnes avec des revenus bas sont multipliés par X. Par X. Le taux de pauvreté est important chez nous. Les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est plus de 30% de la population. Donc, face à cette situation, quand quelqu'un est malade, qu'il doit partir, que son gamin doit partir faire des études et tout, il fait comment? Eh bien, lorsqu'un billet d'avion coûte 1 500 € pour un aller-retour Fort-de-France-Paris, ce qui est le cas en ce moment en classe économique, ou pas loin. Alors, il y a des promos parfois où on va voir sur les écrans un aller-retour à 500 et quelques. Bon, là, généralement, on n'a pas mis les taxes. Et généralement, c'est une offre limitée dans le temps. Il faut aller la saisir très vite et très en amont du besoin de voyager. Et quand l'État, même en ayant augmenté il y a 15 jours, suite au vote que nous avons effectué au PLF, au dernier PLF en décembre dernier, d'augmenter la dotation de l'ADOM, passe de 270 à 320 €, je vous laisse imaginer le reste à charge pour une famille. L'autre élément d'inéquité qui me bouleverse énormément, et le mot est faible, c'est ce plafond de ressources. Ce plafond qu'on appelle le quotient, enfin bref, tout le monde connaît ça, sur votre feuille d'impôt, il y a une histoire de quotient.
je ne suis pas très bonne dans ces calculs-là, mais enfin, vous savez de quoi je parle. Le plafond est à 11 900 € annuel. Faites les comptes. Autrement dit, c'est une famille à 1 000 €. Moi. Même pas le SMIC. Autrement dit, un dispositif qui s'adresse partiellement, mais à des gens extrêmement pauvres. Où va-t-on? Quand on sait en plus que dans ces pays-là, la matière alimentaire est supérieure, le coût de la matière alimentaire, par exemple, est supérieur de 38%. Un paquet de riz à Paris, un paquet de riz en Martinique coûte 38% plus cher. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation qui n'est pas acceptable. La fréquence de ces transports, dans d'autres, et on va en parler rapidement, dans d'autres pays, y compris en France, la fréquence n'est pas limitée. Un Corse peut partir tous les week-ends à Paris. L'ACT individuelle qui concerne l'aide à la continuité territoriale, dite ACT, la formule la plus simple de la DOM, c'est une fois tous les 3 ans révolu. Autrement dit, si vous êtes parti en 2020, la prochaine fois, vous partirez en 2024. Voilà. Merci, monsieur, d'avoir haussé les sourcils. Vous avez tout traduit. Donc, on est dans une situation qui ne peut pas durer, qui n'est pas possible. Et je ne vous parle même pas de la CT spécifique. Alors, c'est une invention qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps, qui part certainement de très bon esprit. Il y a des sportifs qui doivent se déplacer. Pensez bien que sur nos territoires, challenger entre nous-mêmes, ça finit par connaître ses limites. Nos équipes gagnent. Elles gagnent des compètes. L'Outre-mer fournit des champions olympiques, des champions de foot, des champions... regardez l'excellent gardien de but Maignan, que vous avez vu récemment arrêter un but, et les images font le tour du monde. Vous avez vu? Donc, il est guyanais. Donc, on a des sportifs, et lorsque j'entends le président du comité olympique, qui a été un de nos derniers auditionnés, nous dire le transport bloque tout essor du sport antillais, guyanais, enfin ultramarin. Il y a un problème. Ils refusent des compétitions. Ils sont obligés de refuser des stages, d'aller ailleurs, se confronter à d'autres équipes pour monter en performance. Parce qu'entre nous-mêmes, on a vite fait le tour. Quand il vous le dit, il devait participer à une manifestation importante pour préparer les Jeux Olympiques à Paris il y a 15 jours. Il a renoncé à son voyage parce qu'en classe économique, c'était 1 400 €. Donc, il y a vraiment un problème quant à la continuité territoriale. Et très franchement, lorsque j'ai proposé cette mission à la délégation, je savais qu'il y avait un problème. J'entendais les gens parler du billet d'avion qui augmente et tout, mais comme l'a dit le président tout à l'heure, on n'est pas là pour se contenter de dire ça va pas. En tout cas, ce n'est pas ma manière de faire de la politique. Je laisse ça aux syndicats. Nous, je préfère qu'on soit davantage dans la construction. Les politiques doivent porter leur contribution, voir quand ça ne va pas, le constater et aller plus loin. Et là, on est allé plus loin. Et là, on a fait les constats que je viens de vous dire. Nous nous sommes déplacés. Nous sommes déplacés en Guadeloupe et nous sommes déplacés en Guyane. Alors, la Guyane, il faut voir, il faut le vivre. La discontinuité dans la discontinuité. Autrement dit, vous avez une commune comme Maripasoula, qui est la plus grande commune de France, dans le pays, le département le plus grand de France. La Guyane, c'est l'équivalent du Portugal en surface. Eh bien, Maripasoula, où il y a quand même 15 000 personnes qui vivent, n'est desservie que par un avion de 18 places, qui prend un peu plus d'1 heure pour relier les deux. Et qui le fait en fonction de la météo. De comment? Parce que les pistes ne sont pas équipées, il n'y a pas de radar dans l'aéroport de réception à Maripasoula. Bon, on y est allé, vous êtes tous témoins, c'est plus une piste qu'un aéroport. Plus une piste qu'un aéroport, non éclairé. Donc il faut quitter Maripasoula dès 17h30 au plus tard, sinon l'avion ne part pas. Le volume de l'avion n'est limité qu'à 1400 kilos, donc on pèse aussi bien les passagers que le fret. Et par moments, c'est fret ou passager, on ne peut pas prendre les deux.
Et là, eh bien, il faut payer des billets d'avion. Et là, alors qu'on est face à un problème d'équipement, il n'y a pas de route. Bon, tant mieux, à la limite, l'Amazonie est préservée d'une route, je dis pourquoi pas. Une route, ça ferait à peu près 700 km. Il n'y a pas de route. Mais la France devrait faire, en tout cas, le constat d'une carence en matière d'équipement pour dire, nous prenons à notre charge le déplacement de ces populations-là. Même pas. On laisse l'essentiel de la charge à la collectivité locale qui, chaque année, doit faire un chèque de 10 millions d'euros pour payer une DSP à un transporteur et en Guyane et ainsi permettre aux autochtones de voyager avec un tarif réduit compensé par la collectivité. Et l'État vient mettre un petit million comme ça. Voilà, très symboliquement, montant qui n'a pas arrêté de diminuer. Donc, on est dans des situations qui ne sont pas normales. Ce n'est pas le seul, hein. J'aurai d'autres missions à te proposer, Président. Ce n'est pas les seuls. Mais en tout cas, on a la matière là pour rectifier et raboter cette situation qui n'est pas tenable. Alors bien sûr, on va entendre sur le billet d'avion, on va généralement rester à l'écume des... Ah, les billets sont chers, les compagnies et tout. Non, les compagnies, elles ne sont pas fautives. Les billets d'avion, ils ont dû l'augmenter, c'est objectif. Quand vous avez un jet fuel qui est multiplié par 3, vous connaissez la tension qu'il y a sur les hydrocarbures compte tenu de la guerre, compte tenu des tensions au Moyen-Orient, etc. Ben, quand vous prenez un triplement de votre tonne de jet fuel, il faut bien que quelqu'un paye au bout. Il faut que quelqu'un paye au bout. Et en même temps qu'augmentent les hydrocarbures qui servent à faire voler l'avion, on n'a pas encore popularisé l'avion sous l'air, tout a augmenté. Les contrats de maintenance augmentent bien sûr automatiquement. Les pièces détachées s'envolent, c'est le cas pour les véhicules aussi. Donc l'aviation se retrouve avec des charges énormes. Et aujourd'hui, les compagnies qui nous desservent sont toutes en difficulté. Donc c'est peut-être facile de tirer sur l'ambulance en se disant « Ah, les compagnies là, il y a... » Bon, d'accord, ça c'est le plus simple, mais c'est pas de leur faute. Bon, bien sûr, il faut aller regarder de temps en temps s'il n'y a pas une petite entente par-ci par-là, mais j'ai envie de dire, à la limite, ils sont presque excusables. Hein, de ce monde impitoyable, il y a parfois des systèmes D qu'il faut trouver pour survivre. Il y a les 3 compagnies qui desservent la Martinique et la Guadeloupe aujourd'hui sont en difficulté, y compris la compagnie nationale, qui a 42 milliards de dettes. On sort du Covid, 2 ans d'avion à terre. Donc, on a auditionné les compagnies, on a auditionné la DGAC, on a auditionné tout le monde. Les chiffres sont là, ils sont objectifs. On ne peut pas faire porter uniquement la responsabilité sur les compagnies aériennes. Donc, l'État doit compenser. Ça, c'est la solidarité élémentaire. Et j'aime bien lire un petit passage du code des transports. Hein. Objectif affiché très ambitieux de l'État. L'article L 1803 du Code des transports qui définit la politique de continuité territoriale dispose que, ouvrez les guillemets, je cite, « Les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer au profit de l'ensemble des personnes qui sont régulièrement établies une politique nationale de continuité territoriale. Cette politique repose sur les principes d'égalité, moi je dis équité, ils disent même égalité, des droits de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement, tous les pays d'outre-mer sont des îles sauf la Guyane, et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics, de transport, de formation, de santé, de communication, de celles de la métropole en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière à chaque outre-mer. Bon, le cadre est posé, hein. J'ai presque envie de dire, on n'a même pas de loi à faire. Pour une fois, on n'a même pas besoin de la loi. Donc là maintenant, il faut que l'État assume. Donc forcément, il y aura des incidences budgétaires. Comme je vous ai dit, mon propos n'est pas de pointer le doigt. C'est pas mon style en politique. Je préfère être dans la construction, de dire qu'il y a une carence là, il y a un truc qui ne va pas. Alors pas vu, pas pris, hein. Jusqu'à présent, ça roulait, pas vu, pas pris. On entérinait chaque année les budgets de la DOM, et puis une fois qu'on commence à gratter, à rentrer dedans, on se rend compte qu'il y a un problème. Eh bien, on a gratté, on est rentré dedans. Et maintenant, on va livrer à l'État, en plus haut lieu. On n'hésitera pas à aller voir le PR, le président de la République, pour lui dire, Monsieur le Président, là, l'État fait défaut. La solidarité de la nation n'est pas en œuvre, il faut rectifier. Alors forcément, il y aura
des incidences budgétaires, mais on est prêt à entendre que ça peut monter progressivement. On n'est pas des inconscients, mais il y a déjà là, pour le prochain PLF, un effort important à faire. Et si l'État déjà pouvait doubler le montant qui est attribué à la DOM, c'est-à-dire passer au moins à 100 millions, eh ben, on aurait déjà un effort objectif, effectif et à minimum pour pouvoir contrecarrer. Laisser 10 millions d'euros sur le dos de la collectivité de Guyane, par exemple, en lui donnant un petit million comme ça à la marge pour compenser cet éloignement, c'est injuste. C'est totalement injuste. Donc il faut que l'État ait au moins 50%, augmente sa part. Donc les préconisations ont été écrites. On a quand même fait un travail important. On vous a rappelé les chiffres, hein, près de 40 auditions, plus d'une centaine de personnes vues. On a vu des choses incroyables, parfois inhumaines. Moi, quelque chose qui m'a choqué entre Marie-Galante et la Guadeloupe. Marie-Galante est à 1 heure de bateau de la Guadeloupe. Là encore, c'est la collectivité de Guadeloupe qui assume cette double insularité, n'est-ce pas, ma collègue Victoire Jasmin, guadeloupéenne, est là. Eh bien, vous savez, lorsque quelqu'un sort de Marie-Galante et va, par exemple, faire une chimio sur ce qu'on appelle le continent, c'est-à-dire la grande île de la Guadeloupe, eh bien, elle attend le bateau jusqu'au soir. Elle part le matin, elle fait sa chimio, ça dure 1 heure, et après, elle est sous l'hangar, là, bien chaude, la gare de Bergevin, à attendre le prochain bateau. Il n'y a pas de bateau à la pause méridienne parce que, économiquement, ça ne tient pas pour le transporteur, qui est un privé. Je comprends. Mais en même temps, on se dit, là, il devrait avoir, pareil, un relais de l'État. Quand je lui demande combien lui coûterait cet aller-retour supplémentaire, il me dit 2000 euros. Je dis, franchement. C'est beaucoup pour le transporteur qui joue avec des équilibres, qui lui aussi subit les augmentations des hydrocarbures. Mais attendez, rajouter une pause méridienne, ne serait-ce que les 5 jours de la semaine à 2000 euros, c'est pas ça qui va ruiner l'État français. Hein. Donc on est on a tout écrit, on a tout dit. Et je ne peux pas m'empêcher, pour terminer, de faire un parallèle avec les autres pays qui ont institué une politique de continuité territoriale. Figurez-vous que nous ne sommes pas les seuls RUP, régions ultra-périphériques. Il n'y a pas que la France qui a des RUP. L'Espagne a aussi des RUP. Et le Portugal a aussi des RUP. Açores, Madère, Canaries, ce sont des RUP non françaises, espagnoles et portugaises, mais qui sont regroupées sous le générique de régions ultra-périphériques, telles que l'entend la communauté européenne. Mais là aussi, des efforts ont été faits. Figurez-vous que l'Espagne, qui n'est pas plus riche que la France, pas plus riche que la France, on sait tous les grandes difficultés qu'a connues l'Espagne récemment. C'est 800 millions d'euros qui sont mis à disposition chaque année pour la continuité territoriale dans leur RUP, avec une contribution sur les billets à 75%. Le Portugal fait le même effort. Les efforts de l'Espagne, des Canaries, etc., c'est 223 euros par habitant. En France, allez, on revient en France. Vous allez me dire, bon là, c'est les Espagnols, les Portugais, ils sont plus riches que nous, donc je ne suis pas sûr, mais bon. Je reviens à la Corse. 257 euros par habitant. Je vous rappelle, nous, c'est 16. Donc là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et si la République veut vraiment donner des signes importants à ces populations, dans beaucoup de domaines, qui constatent, qui souffrent et qui voient ces problèmes d'égalité qui génèrent pas mal de difficultés, eh bien, il y a des signaux à donner. Parce qu'on rajoute de la difficulté à la difficulté, on rajoute de la pauvreté à la pauvreté. Je connais des gens qui payent leur billet en 10 fois pour aller se faire soigner. Et quand parfois la personne est malade, elle est obligée d'emmener une deuxième personne. Parce qu'elle est malade, elle va se faire soigner, elle va voir un spécialiste, elle ne peut pas y aller seule, eh bien, le mari, le conjoint, un enfant se joint. Donc c'est des gens qui s'endettent énormément. Et qui en plus, une fois arrivés ici, tombent dans un autre univers, immense, foi. Voilà, c'est pas leur univers. Donc la DOM doit totalement penser à sa réforme, ne plus s'occuper de formation, comme maintenant c'est le cas, puisque la formation a été rapatriée au Pôle emploi, et récupérer à la fois ses budgets, ses énergies, pour s'occuper de la continuité de ces populations. Voilà, donc c'est un rapport qui arrive dans ce bon agenda. La DOM est en réforme, on nous annonce en grande pompe la DOM 2024.
Il y a de quoi faire la DOM 2024 là. Et dès demain, hein, on va commencer à rentrer en négociation, à insister, à dire ce qu'il y a lieu d'être dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour compléter ce que vous avez dit. Alors dans les documents, vous avez toutes les préconisations que l'on fait, vous pourrez les découvrir. Et je terminerai par une phrase d'Aimé Césaire qui dit « Tous les hommes ont des devoirs, mais il y en a qui ont plus de devoirs que d'autres. » Voilà. Donc on va passer, si vous le voulez bien, aux questions-réponses, au moins celles que vous auriez déjà. Simplement vous dire, en conclusion, avant que les questions puissent circuler dans la salle, qu'on ne se contentera pas au Sénat d'une réponse qui consisterait à être les crédits ne nous permettent pas de faire bouger les dispositifs. Je pense que vous avez compris que l'ambition que s'est fixée le Sénat pose clairement la question de la place des Outre-mer dans la République. Il faut avoir à l'esprit que la continuité territoriale, c'est quand même un facteur de cohésion sociale pour nos territoires et c'est un facteur d'attractivité, mais qui deviennent des handicaps structurels pour tous nos territoires. Et en réalité, ça pose clairement une question philosophique et de choix politique que le gouvernement doit faire, quelle que soit sa couleur politique d'ailleurs. On est là vraiment sur une approche transpartisane, et Guillaume Chevrollier l'a rappelé tout à l'heure, la question de la mobilité est une question fondamentale. Donc autrement dit, on pense aujourd'hui, et je sais que le ministre Carinco est sensible aux travaux du Sénat, puisqu'il a reçu les rapporteurs sur le dernier rapport sur la gestion des déchets en Outre-mer, et je ne doute pas qu'à tout le moins, ils seront également intéressés à avoir les réflexions de la délégation. Et puis, comme l'a dit Catherine Conconne, s'il faut aller toucher le président de la République qui porte des messages très forts quand il reçoit les élus, notamment le 7 septembre dernier, nous y étions à l'Élysée, et ben, je pense qu'à un moment donné, la théorie du ruissellement ferait qu'on puisse avoir ce même discours ou cette même sensibilité à tous les étages. Et donc, nous ferons en sorte, évidemment, au travers des travaux de la délégation, que ce message puisse être porté dans l'intérêt de nos compatriotes, et pour reprendre le cadre juridique qui a été évoqué au titre du Code des transports, qui précise déjà les choses en termes de contraintes, et on ne se positionne pas sur un questionnement juridique, on est là sur une question philosophique auquel devra être apportée une réponse, et vous le verrez dans le rapport de manière très détaillée, puisque c'est un rapport très fourni, très objectif, tous les dispositifs qui ont été revisités par les rapporteurs pour faire des propositions concrètes d'évolution. Évidemment, ces évolutions vont avoir des conséquences budgétaires, évidemment. Mais on n'est pas parti de la réflexion inverse en se disant quel budget on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On s'est dit, mais quel est le champ des possibles finalement, et quel est ce choix politique que la France souhaite faire de la place des Outre-mer en termes de continuité territoriale. On évoquait notamment, et vous le voyez, en plus, il faut quand même le préciser, ce n'est pas simplement une demande des ultramarins, puisqu'on précise dans le rapport et dans nos préconisations qu'on aimerait également que des hexagonaux, des étudiants qui voudraient venir faire des stages dans nos territoires, puissent également bénéficier de cette continuité territoriale. Parce qu'ils n'en ont pas plus les moyens que nos ultramarins qui souhaitent partir dans l'hexagone faire des stages. Donc on est vraiment là sur une politique complètement transversale, et j'ai presque envie de dire universaliste. Et que donc c'est bien dans cet esprit que s'inscrit le rapport. Maintenant je vous propose de pouvoir poser toutes les questions supplémentaires que vous voudriez poser à ce stade. Vous aurez évidemment le temps de fouiller ce rapport qui est assez généreux en termes de propositions et puis de données techniques, puisqu'il a été quand même très nourri au travers des auditions. Et vous pourrez évidemment revenir vers les rapporteurs ou la délégation pour des compléments d'information. Mais déjà à ce stade, la parole peut circuler. Et je pense qu'on a déjà une première question qui... Alors, Jean Fatou, d'Outre-mer 360. Sur le périmètre, donc on est d'accord, c'est les DROM. Est-ce que vous avez pu interroger des représentants des COM, des collectivités qui, je crois, ont leur propre dispositif de continuité territoriale? Est-ce qu'elles rencontrent aussi les mêmes problèmes, les mêmes problématiques? J'imagine que oui, mais peut-être... Alors, je vais juste répondre pour les rapporteurs cette fois-ci, puis après je les laisserai répondre. Mais effectivement, on a eu une vision périphérique sur l'ensemble de l'outre-mer. Voilà. On n'est pas dans cette logique de dire quand une collectivité a une compétence, on ne va pas la visiter. Voilà. On a vraiment un regard transversal parce qu'on se dit que, on l'a vu d'ailleurs sur la crise sanitaire, si je peux me permettre un parallèle, que l'État est allé parfois dans certains territoires au-delà de ce que la répartition des compétences lui imposait. Et on imagine que sur certains dispositifs comme la continuité avec la mère patrie, on pense que cette question peut être interrogée. Et donc on est allé questionner effectivement l'ensemble des collectivités. Et le constat qui est opéré ici, je pense pouvoir dire sous le contrôle des rapporteurs qu'il est valable pour tous nos territoires. À des échelles différentes, mais il est valable pour tous les territoires. D'ailleurs, les 12 préconisations que vous voyez là,
elles peuvent, je pense, in extenso s'appliquer à chacun de nos territoires. En tout cas, elles trouveront un intérêt dans chacun de nos territoires. Ce qui veut dire qu'on est vraiment là sur une vision périphérique et universelle du dispositif tel qu'on pourrait l'imaginer dans la République, qui est celle de la République française. Oui, bonjour Nathalie Guibert pour Le Monde. J'avais une question sur ce que vous évoquez, page 38, sur l'enquête de l'autorité de la concurrence. Parce qu'elle a récemment publié un avis. Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas elle a récemment dénoncé une entente entre les compagnies aériennes. Donc, est-ce qu'on parle bien du même avis parce que vous dites que elle vient d'ouvrir une enquête ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que vous avez senti dans les auditions que ces questions d'entente vont plus loin que ces liaisons internes Caraïbes des territoires ultramarins? Est-ce qu'il y a des soupçons ou des besoins d'investigation complémentaires à votre sens? Et l'autre question que je voulais vous poser, c'était sur la petite mesure qu'a annoncé le ministre récemment justement sur les plus modestes pour augmenter l'aide au transport. Est-ce qu'on sait combien de personnes ça va bénéficier, sachant que j'imagine que sauf effectivement nécessité absolue, ce sont précisément pas les plus modestes qui prennent l'avion. Donc j'imagine sauf des cas effectivement de santé ou de décès. Donc on parle vraiment d'une petite mesurette, très petite mesurette, a priori, ce qui a été annoncé récemment. Alors, je vais répondre sur la qualification de mesurette et puis je laisserai les rapporteurs répondre sur les autres questions. On ne voudrait pas rentrer dans une espèce d'affrontement avec le gouvernement sur ce dossier, mais c'est vrai que cette annonce à quelques jours de la restitution et qui coïncide quasiment à l'audition par nos rapporteurs du ministère de l'Outre-mer peut interroger. Au-delà de ça, si vous voulez, nous, on a quand même l'ambition au travers de ce rapport d'avoir une vision qui est quand même bien plus large que simplement une vision paramétrique. Et je pense qu'on est vraiment là sur une approche systémique. C'est que le gouvernement doit réinterroger en profondeur. Et d'ailleurs, les travaux qui sont menés par l'ADOM actuellement, d'ailleurs dans l'audition est disponible sur le site du Sénat, démontrent aussi la qualité de la réflexion des gens qui sont dans l'ADOM et qui ont envie de faire bouger les choses. Mais on voit tout de suite qu'ils sont très vite contraints. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir ouvrir le champ des possibles et donc ne pas avoir des espèces d'effets d'annonce mesurettes, entre guillemets, qui viendraient peut-être créer plus de frustration que de n'apporter que de réelles réponses à nos concitoyens. Je vais peut-être maintenant laisser le soin au rapporteur de répondre aux autres questions sur l'autorité de la concurrence notamment, et puis les ententes. Mais simplement pour vous dire déjà sur le volet entente, on n'est pas là pour incriminer qui que ce soit. La délégation sénatoriale aux Outre-mer, ça n'est pas une commission d'enquête. On ne dispose pas d'éléments d'information qui nous permettent de dire qu'il y a des ententes illicites ou autres. Simplement, on peut se poser un certain nombre de questions parce que tout simplement, le monde économique, parfois, pousse certains acteurs à certaines ententes, entre guillemets. Et je suis très prudent quand je le dis. Mais je laisserai Catherine Grancon préciser les choses. Oui, Président, sur cette question d'enquête, tu as tout dit. De toute façon, c'est une enquête, hein, donc on n'a pas les conclusions. Et puis, ça ne faisait pas partie du périmètre de nos investigations. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la situation est parfois tellement compliquée que parfois on peut comprendre que chacun se surveille, chacun regarde l'autre, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, y compris dans le régional, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas du tout notre périmètre. Et pour l'instant, ils ont parlé d'une enquête, donc on attend les éventuelles conclusions, mais j'ai presque envie de dire ça ne nous regarde pas. La deuxième question qui concerne les mesurettes, mais je serai dans le même ton que le président. On n'est pas là pour jauger s'ils ont rajouté 30 €, 40 €. Je vous avoue, je ne sais même plus combien ils ont rajouté. Parce que pour moi, ce n'est pas ça l'important. On est sur le principe. On est sur l'écosystème, le système mis en place pour assurer la continuité territoriale. On est vraiment sur la philosophie d'un devoir qui est dû à l'État, qui n'est pas accompli à ce jour comme ça devrait. Et on n'est pas là pour passer l'État à la moulinette et puis leur dire vous avez tort. Tous les gouvernements qui ont précédé ont commis des fautes dans la continuité territoriale. Et je peux vous dire que ce n'est pas l'actuel. J'essaie toujours d'être juste, hein, même quand je ne suis pas du même bord politique. Ce n'est pas l'actuel qui a commis le plus de fautes en la matière, qui a pu se raboter les moyens. Donc ça, c'est le passé. On referme la parenthèse, on rebat les cartes et on se dit, ils se sont bien rendus compte qu'il y a un problème puisqu'on a ouvert la réforme de la DOM. On annonce la DOM 2024 dans quelques mois.
Donc on est dans le bon tempo et on espère, en tout cas c'est l'esprit de notre rapport, que les manquements que nous avons soulevés, qui sont quand même énormes, qui sont évidents, qui sont inacceptables, devront être corrigés dans cette nouvelle formule de la DOM et d'une politique beaucoup plus large de la continuité territoriale. Il y a un CIOM, un comité interministériel outre-mer, qui est prévu en mai. Des travaux sont déjà en cours et on espère que là aussi, il y aura des annonces faites sur la continuité territoriale quant à l'engagement de l'État et bien sûr, de manière corrélée, l'engagement budgétaire. L'un ne va pas sans l'autre. Mais on est avant tout sur le principe. Nos populations ont droit à une équité mieux exprimée en matière de continuité territoriale, mais il faut le faire, comme j'aime à dire dans mon pays en créole, fait. S'il n'y a pas d'autres questions... Oui. Oui. Merci. Julien Sartre pour TNTV, la télé de Tahiti. Vous disiez que ça fait un peu suite à la première question, vous disiez que votre vision de la continuité territoriale était universelle à l'outre-mer. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire s'il y a des préconisations pour les sujets de continuité territoriale à Tahiti, puisque c'est immense, et ils ont un sujet aussi de continuité territoriale intérieure. Est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qu'il y a des choses qui vont s'améliorer ou pas? Oui, comme on l'a indiqué en introduction, on a auditionné tous les territoires ultramarins. Donc, dans le rapport, vous verrez, c'est un diagnostic objectif et avec des préconisations, des propositions qui concerneront l'ensemble des territoires. Vous évoquiez un territoire qui est impacté par une triple insularité, voire davantage. Donc, effectivement, on aura des propositions, il y aura des déclinaisons qu'on souhaite très, très concrètes pour ce territoire-là. Et autre précision également, mais ça rejoint ce que vient de dire mon collègue Guillaume Chevrolier. Vous verrez d'ailleurs à la fin du rapport, dans le cadre du suivi des rapports des travaux du Sénat de manière générale, l'identification des acteurs en charge ou identifiés par les rapporteurs comme en responsabilité sur les préconisations qui ont été faites, le calendrier et le type de mesure, si c'est de nature réglementaire, législative ou autre. Ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'effectivement d'aller prendre une mesure particulière pour un territoire en particulier. Parce qu'on essaye justement d'avoir une vision universaliste, parce qu'on pense réellement et profondément, comme l'a dit Guillaume Chevrolier, que le constat objectif qu'on a fait pour les uns est valable pour les autres. Après, les échelles et les réalités de chacun des territoires va évidemment amener à calibrer les dispositifs, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient en dehors des dispositifs tels qu'on les a constatés. Ils ont évidemment droit à la même continuité, avec des difficultés accrues en termes de distance et d'éclatement complet des îles, bien évidemment. Juste pour préciser, vous dire que nous avons auditionné tous les bassins, Atlantique, Pacifique, Océan Indien. On a vu tout le monde, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par la Polynésie, on a vu tout le monde. Et la Polynésie, c'est du gigantisme hein, en matière de déplacement, de besoin de déplacement, plusieurs dizaines d'aéroports. C'est de la méga continuité hein, en Polynésie. Donc, bienvenue à notre collègue ancien ministre Victorin Lurel, qui a bien connu ces questions de continuité territoriale. Imaginez qu'on puisse faire monter les contributions de l'État à 50% par exemple dans les DSP, comme on l'a souhaité en Guyane. Eh bien, la Polynésie pourrait en bénéficier également. Mais il faut que l'État monte cette responsabilité et ce devoir envers les pays. Mais on a consulté tout le monde. Et vous verrez dans le rapport, notre première audition, ça a été la Corse, parce que c'était quand même assez monumental comme exemple. Mais après, on a vu tout le monde. Tout le monde. Toutes les DGAC, locales et nationales, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays français d'Amérique, tout le monde. Et je peux vous dire que les déplacements étaient très nourris, n'est-ce pas Guillaume? On avait très peu de temps pour dormir, on a vu des dizaines de gens, on a écouté beaucoup. On a eu l'exemple d'Air Guyane, qui
un modèle d'organisation extraordinaire, mais ces gens-là sont presque des fous de maintenir ainsi. Et lorsqu'on lance les DSP, il n'y a personne qui vient sur la DSP en dehors d'eux. Parce que les gens savent bien que c'est un truc c'est un truc de fou. Donc c'est vrai que les patrons sont martiniquais, guyanais, guadeloupéens, donc ils ont une fibre patriotique nationaliste. Mais c'est une histoire de fou. Et en Guyane, ces gens-là, tenir ça comme ça, c'est vraiment... C'est pourquoi cet assassinat en règle sur les compagnies aériennes, quand on annonce l'augmentation du prix du billet, est souvent très injuste, vraiment très injuste. J'avais une question que j'avais oubliée. Dans le rapport, vous évoquez quelque chose qui est très important, qui est la notion de perte de chance. Donc vous avez parlé des sportifs, mais bon, pour les étudiants, pour les malades, etc. C'est quelque chose qui a une traduction pénale aussi, cette affaire. Est-ce que dans toutes les auditions, vous avez été informé de gens ou de personnes, de groupes qui avaient commencé à se bagarrer devant les tribunaux contre cette perte de chance ou pas? Enfin, objectivement, je ne pense pas. Je pense que nos concitoyens, avant tout, si on parle de la santé par exemple, une perte de chance en matière de santé, ils ont surtout envie de se faire soigner et de bien se faire soigner. Je ne crois pas que les gens qui ont envie de bien se faire soigner et qui doivent quitter leur territoire parce que les plateaux techniques ne permettent pas d'avoir la spécialité par exemple, aient envie d'aller au pénal d'abord avant de se faire soigner. Donc, non, je pense qu'on est vraiment là sur une dimension éminemment politique. Mais vous avez raison, il y a effectivement sur chacun de nos territoires des pertes de chance en matière de santé pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou la capacité, parce que les dispositifs existants ne sont peut-être pas suffisamment adaptés. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont peut-être pas suffisamment adaptés à des gens qui n'ont pas les moyens de partir dans l'Hexagone. Quand vous faites traiter en oncologie, comme pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à Rennes par exemple, même avec l'accompagnement de la caisse de prévoyance sociale, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avancer les frais. Peut-être que les dispositifs ne sont pas tout à fait adaptés. Peut-être que les plafonds de ressources ne leur permettent pas non plus, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, et c'est une des préconisations, d'aller toucher d'autres dispositifs d'aide. Donc, mais oui, effectivement, on pense qu'il y a des pertes de chance de manière générale. De toute façon, il suffit de regarder quand même la photographie de l'état de santé en Outre-mer de manière globale pour voir quand même qu'il y a un véritable sujet sur nos territoires. Ça peut être aussi un étudiant qui ne peut pas aller... Mais c'est aussi un étudiant, effectivement, et c'est aussi pour ça que dans le rapport, on préconise de muscler le rapport, du moins le passeport mobilité pour les études. Parce qu'on considère effectivement que les étudiants... Mais vous voyez, on revisite vraiment l'ensemble des dispositifs existants, parce qu'on considère que justement le caractère universel de cette approche doit nous permettre de toucher l'ensemble des publics concernés, et ça a très bien été dit tout à l'heure par les rapporteurs. Pour un exemple, par exemple, le passeport études, c'est une fois par an. C'est un aller-retour. Un gamin qui a 17 ans, qui a réussi au bac et qui part pour la première fois en France, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Et il partira en septembre, il ne pourra revenir qu'en juin. Et il se retrouve parfois à passer Noël seul, dans le froid, impossibilité de rejoindre sa famille ou que sa famille vienne le rejoindre. Contrairement à un étudiant qui est dans l'Hexagone et qui pourra prendre un train pour retourner dans sa ville natale. Et vous avez des jeunes qui passent très mal ce moment de solitude, etc. On a des tentatives de suicide, on a des abandons d'études, on a de vraies pertes de chance. Vous parliez tout à l'heure de la Polynésie, monsieur, simplement juste pour rappeler, vous le verrez au travers du rapport, mais à la préconisation numéro 5 notamment, il est prévu par exemple une aide additionnelle spécifique de continuité lorsque le trajet pour rejoindre l'aéroport international, je pense que vous voyez à qui je fais allusion, de départ depuis son domicile, nécessite de prendre un avion ou un bateau. Voilà, donc c'est typiquement, en fait, l'adaptation, et on pense que c'est valable pour la Polynésie, et pas que la Polynésie, vraisemblablement. Mais en tout cas, pour la Polynésie, c'est encore plus vrai que pour certains territoires. Voilà, c'est typiquement le type de dispositif qu'on n'a pas appelé polynésien, mais je pense que vous voyez tout de suite à qui il peut s'appliquer. Je reviens sur la question des compagnies aériennes et du coût qu'elles doivent supporter. Récemment, les compagnies ultramarines se sont un peu mises ensemble pour dénoncer les prix opérés par la SARA. Est-ce que c'est dans le cadre du rapport quelque chose que vous avez pu voir? Est-ce que vous avez pu auditionner les raffineurs là-dessus? On a auditionné au moins la SARA, longuement, en Guadeloupe. On a pu longuement les écouter
le dernier jour de notre mission en Guadeloupe, l'État a imposé la taxe jet fuel à la SARA, qui est obligé de la répercuter également à la revente. Donc, pour éviter que ne soit supporté uniquement par les automobilistes l'augmentation du fuel, il y a une espèce de péréquation forcée qui a été imposée au monde de l'aviation et qui est donc répercutée par la SARA sur les compagnies aériennes. Alors effectivement, ils ont intenté un recours qui me semble légitime. Bon, après, il faut voir si tout cela est légal auprès des juridictions concernées. Mais c'est une réalité. Parce que sinon, l'augmentation à la pompe pour l'automobiliste lambda aurait été beaucoup plus forte. Donc on a fait porter par le monde de l'aviation. Voilà. Et même chose, la SARA qui raffine pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane est un petit modèle d'industrie. Ça reste quand même la plus petite raffinerie de France, avec des exigences en matière d'investissement, des exigences techniques qui sont imposées aussi par des normes européennes, et c'est tant mieux, hein. C'est VESO, le type de carburant livré qui doit correspondre à des normes hautement qualifiées pour l'environnement, mais ça reste des petits modèles qui supportent des investissements très importants et qui forcément sortent un prix au litre qui est important. Même si, chez nous, les marges sont maîtrisés, imposés à la SARA, et les prix, ce sont les seuls prix administrés. Chez nous, c'est le prix des carburants et du gaz. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.